Aujourd'hui, je retourne à la maison parce que demain est une journée spéciale. C'est l'anniversaire de mon mari. Nos garçons sont impatients de célébrer l'anniversaire de leur papa, de manger du gâteau, de retrouver la famille et les amis. Tout simplement de retourner à la maison, de se sentir chez eux, quoi. Chez moi, au Swaziland, on me surveille constamment. C'est invivable. Cet endroit magnifique que j'appelle la maison est devenu un lieu de grande souffrance. Pour des raisons de sécurité, Tanele Maseko vit en exil depuis la mort de son mari, il y a 1 an. Thulani, avocat des droits de l'homme, était le principal opposant à la monarchie qui règne sur le Swatini. Quand je m'assois ici, tu sais, avec beaucoup de tendresse, je repense à tout ce que nous avons vécu, les combats que nous avons partagés. Notre amour était tellement authentique, si pur. Il ne comptait pas ses heures. Si vous aviez un problème, il s'en occupait toujours avec plaisir. Même quand il était fatigué, épuisé par ses missions d'avocat, d'observateur, il trouvait quand même le temps d'aider. C'était un homme exceptionnel. Je suis sûre qu'un jour, il y aura la démocratie au Swaziland. Qu'importe l'intimidation, la stigmatisation, on continuera à se battre. Béni sois-tu, Maseko, toi et tes ancêtres. Ça fait longtemps que je ne suis pas venue ici. Il était juste assis ici. Il était juste... Il n'a rien vu. Quand j'ai compris ce qui se passait, je n'ai même pas eu le temps de crier « Attention chérie !» Le tireur m'avait déjà vu. J'ai vu Thulani s'écrouler comme ça. Il y avait des bouts de cerveau partout. Une balle est rentrée d'un côté et sortie de l'autre. J'ai appelé à l'aide. J'ai même pas vu le second tir. Je suis sûre que c'est le roi. Je suis sûre qu'il est derrière tout ça. Il était ulcéré que Thulani se batte pour la démocratie au Swaziland. Le jour même de l'assassinat, il s'est exprimé publiquement. Il y a des traces. Il a déclaré « J'ai demandé à des gens de s'occuper de ceux qui me critiquent. À ceux qui militent pour la soi-disant démocratie, j'ai des personnes qui vont s'occuper de vous. » Voilà ce qu'il a dit. Au Swaziland, les partis politiques sont interdits. Les activistes politiques sont tabassés, ostracisés, jetés en prison et forcés à l'exil. C'est comme ça ici. Si vous dites tout haut ce que vous pensez, si vous défendez vos droits, vous êtes considéré comme un rebelle ou un terroriste. Jusqu'à mon dernier jour, je me battrai pour Thulani. Il ne faisait rien de mal. Il militait juste pour le bien. L'assassinat de Thulani Maseko, avocat des droits de l'homme, militant pro-démocratie et pacifiste, marque une rupture dans l'histoire du pays. Le Swatini, anciennement appelé le Swaziland, est la dernière monarchie absolue du continent africain.
un petit pays d'1 million d'habitants, frontalier de l'Afrique du Sud et du Mozambique, et dirigé par le roi Mswati III depuis 38 ans. La diversité de ces paysages, majestueux et paisibles, pourrait presque faire penser à une carte postale. Pourtant, avec 70% de la population sous le seuil de pauvreté, un taux de contamination au sida avoisinant les 30% et une espérance de vie inférieure à 55 ans, le royaume est exsangue. Alors que le roi vole toutes les richesses du pays, la population est acculée par plus de pauvreté. En 2021, elle manifeste pacifiquement. Une répression violente s'ensuit, faisant une centaine de morts et plus de 700 blessés parmi les civils. Le monarque envoie un message fort à ses sujets. Depuis, toute critique est muselée et les opposants systématiquement traqués. Abandonnée, la population vit dans la peur. Dans le pays, une seule association ose s'occuper des survivants et de ceux qui ont perdu un proche, Sfavisa. Parler devant une caméra est un risque qu'ils acceptent pour la première fois. Je ne sais toujours pas pourquoi ils ont décidé de me tirer dessus. Je me baladais, innocemment. Je ne portais rien qui pouvait montrer que je voulais me battre ou revendiquer quoi que ce soit. Je m'éloignais de la foule. Je voulais juste m'éloigner de tous ces gens. Et là, ils m'ont tiré dessus, une balle. Elle m'a touché la jambe, puis elle a touché quelqu'un d'autre. Ensuite, ils ont commencé à tirer sur la foule, en rafale, à tuer les gens. J'ai pas envie de parler de la police. Elle a tiré sur mon fils, elle l'a tué, puis abandonné comme ça. Avant, j'avais confiance en elle, mais j'ai vu à quel point ils étaient mauvais. Au Swaziland, les autorités se moquent de ce qui s'est passé. Tout le monde s'en fout. Certains nous aident, comme Sfavisa, et nous donnent un peu d'argent pour élever nos enfants. Mais Sfavisa ne peut pas nous soutenir si eux ne le sont pas. On risque même d'avoir des problèmes. Un projet de loi pourrait être voté au Parlement bientôt. C'est une mauvaise nouvelle, car il obligerait les organisations qui sont contre l'État à arrêter leurs activités, surtout celles qui s'occupent des droits de l'homme. Car ici, si vous défendez les droits de l'homme, alors vous êtes forcément contre l'État. C'est leur conception de la loi. Voilà pourquoi Thulani a été tué il y a peu. Il a été assassiné car il défendait les victimes. Thulani était mon avocat. C'était le mien aussi. Maintenant qu'il est mort, qui va se battre pour nos droits? Je ne peux pas me défendre seul, car sinon, ils vont m'embarquer et me tuer. On a peur de parler. Oui, on a peur. Là, maintenant, s'ils savaient... Rien que maintenant, s'ils savaient qu'on vous parle, Ils nous demanderaient pourquoi, qui vous êtes. ils nous tueraient. Ces personnes vivent dans la peur. Pour la monarchie, il n'y a pas de victimes, que des coupables. Mon fils était un bon petit. Ils l'ont abattu le 29 juin. Il est mort en laissant 2 orphelins. J'allais seulement chercher à manger et j'ai reçu 3 balles dans les jambes. J'allais chercher mon enfant à l'école. J'ai entendu un coup de feu et j'ai ressenti une douleur dans mon épaule. Depuis, je ne peux plus bouger mon bras. À cause de ma jambe, j'ai perdu mon travail et le peu que je possédais. Ils l'ont abattu par derrière, de 3 balles dans la tête. Pour la population, les espaces de parole sont rares. Mais Luzi Masenjwa est un religieux. Il parcourt les églises du pays pour écouter le peuple swazi et nourrir sa conscience citoyenne. Bonjour à tous. J'ai l'impression que la question des droits de l'homme est une véritable énigme pour les Swazis.
beaucoup d'entre nous ne comprennent pas ce que sont exactement les droits de l'homme. Pendant un certain temps, il y a eu des malentendus, même au sein du gouvernement. Mais la situation s'est améliorée. Avant, les gens pensaient que défendre les droits de l'homme, c'était quand les gens essayaient de prendre le contrôle du gouvernement ou qu'il s'agissait de terrorisme. Mais ce n'est pas ça. Alors maintenant, qui parmi vous, dans l'assistance, a été instruit de ces droits contenus dans la Constitution? Personne. Personne ne lève la main. Donc cela veut dire deux choses. On ne connaît pas nos droits qui sont contenus dans la Constitution. Et deuxièmement, personne ne s'est donné la peine de nous les enseigner pour que nous puissions les connaître. Pourtant, c'est le rôle du gouvernement de protéger vos droits, de s'assurer qu'ils soient mis en application et de faire la promotion de ces droits. Si j'ai bien compris, à la fin de la Constitution, il y a un serment. Un serment qui dit « Je jure d'être fidèle et de faire allégeance au roi, à ses héritiers et à tous ses descendants. » Et donc cela veut dire que le gouvernement n'a aucun pouvoir? Comment peut-il à la fois être chargé de protéger mes droits et en même temps de devoir respecter ce serment d'allégeance? Le gouvernement n'a aucun pouvoir? Merci beaucoup, madame. C'est vrai que c'est une excellente remarque. Dans notre culture, il y a un dicton qui dit que le roi est roi grâce au... Vous êtes sûr? Quelqu'un d'autre veut parler? Je ne veux pas dire qu'il faut supprimer le roi. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais ici, dans les zones rurales, les personnes qui connaissent et qui comprennent le mieux notre situation, ce sont nos représentants élus au Parlement. Mais parfois, quand ils font remonter nos demandes jusqu'au sommet de l'État, c'est pour finir en prison. Alors, qui parlera pour nous maintenant? Sûrement pas les deux membres du Parlement actuellement en prison sur ordre du roi. Pour avoir suggéré des réformes pro-démocratie, ils encourent jusqu'à 20 ans pour terrorisme. En Eswatini, seule l'Église semble offrir un espace d'expression. Elle demeure sacrée et sa parole protégée. Le message de Jésus est politique. Il est impossible de séparer sa doctrine d'un engagement politique. Je ne suis pas partisan, mais je serai toujours du côté des opprimés et des pauvres. En ce sens, je ne suis peut-être pas neutre, c'est vrai. C'est le rôle de l'Église de dénoncer l'injustice, de dénoncer l'oppression et les violations des droits de l'homme. Et nous continuerons à le faire, sans craindre quoi que ce soit. La majorité des Swazis habitent dans des zones rurales et vivent de l'agriculture. La principale ressource économique du pays, c'est la canne à sucre. Le roi contrôle une grande partie de ses exploitations via le Tibiyo. Initialement, ce fonds souverain était destiné à soutenir le développement du royaume. Dans la réalité, le monarque est actionnaire des sociétés qui composent le Tibiyo. Il utilise surtout ce fonds pour prélever de l'argent et financer son train de vie. Je vois que la feuille est pâle. Ça signifie qu'il y a une carence en nutriments. Elle manque d'engrais. C'est un problème, mais je n'ai pas les moyens d'acheter du fertilisant. Lorsqu'on s'adresse aux banques pour un prêt, elles nous disent qu'elles ne peuvent pas nous prêter de l'argent pour cultiver une terre qui ne nous appartient pas. Pourtant, cette terre, elle nous appartient. Mais le problème, c'est que les documents, tous nos titres de propriété concernant cette terre, ont été confisqués par le Tibiyo, une compagnie d'État pilotée par le roi. Parce que c'est une organisation officielle, elle a pu enregistrer sous son autorité les terres à son nom. À n'importe quel moment, Tibiyo peut nous expulser de nos terres. C'est pour ça qu'on lutte. C'est de la cupidité, parce qu'ils possèdent presque tout le pays. Et pourtant, ils essayent de subtiliser nos terres. Cette cupidité n'est pas acceptable. Mais ils ont le pouvoir, et on ne peut rien y faire. 60% des terres de l'Eswatini appartiendraient déjà au roi. Pourtant, les procédures d'expulsion continuent de se multiplier, avec comme priorité les parcelles les plus rentables, celles où l'on cultive la canne à sucre.
comme dans la région de Vuvulein, où 302 cultivateurs viennent d'ailleurs de recevoir le même courrier. Cette lettre provient de la haute cour de l'Eswatini. C'est une ordonnance du tribunal qui indique qu'on ne peut plus cultiver notre parcelle. On nous interdit toute utilisation de nos terres. Alors que c'est grâce à elle que jusqu'ici, on subsistait et nourrissait nos enfants, nos familles. On vit ici comme si on était des réfugiés illégaux. Personne n'accepte de nous écouter, pas même ceux qui prétendent détenir notre titre de propriété. À chaque fois qu'on les approche, ils affirment que c'est le roi qui conserve le titre de propriété de nos terres pour ses proches. Quand on essaye d'avoir une audience avec le roi, on nous en empêche. Il faut interrompre l'interview. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup trop de circulation. La police peut débarquer et y mettre un terme. Ils nous ont dans le viseur et on pourrait avoir des problèmes. Ils peuvent débarquer, interrompre l'interview afin de savoir de quoi on parle. Et croyez-moi, ici, c'est une autre planète. Mandla Lajvako sait parfaitement de quoi il retourne. Recherché pour ses prises de position, il a dû fuir l'Eswatini et vit désormais en exil. Il a longtemps été le directeur de l'une des entreprises sucrières du roi et son conseiller économique, d'où une connaissance parfaite du TBO. À l'origine, le TBO devait être un outil destiné à favoriser le développement du peuple. En fait, c'est devenu la pierre d'achoppement du business du roi. C'est un peu une caisse noire à propos de laquelle personne, pas même le Parlement, ne peut demander des comptes. Le roi détient un pouvoir absolu. Il est au-dessus du Parlement, de l'appareil judiciaire et de n'importe quelle question. Ce qui explique qu'il n'est pas possible de remettre en question tout ce qu'il s'approprie. Nous estimons que le roi siphonne plus ou moins 10% du budget du pays. Cela représente 130 millions d'euros annuels. Si on additionne ce qu'il ponctionne à l'État et ses affaires personnelles, il contrôle 60% de l'économie. Nous avons publiquement condamné son comportement, dénoncé son mode de vie et la quantité de richesses qu'il vole aux pauvres. Il n'affiche aucune compassion ni intérêt pour les besoins de son peuple. Il se comporte comme s'il possédait le pays et ses sujets. Il considère le Swaziland comme son héritage personnel. Il se moque de son peuple et de la société. Pour lui, ce sont des serviteurs. Aujourd'hui, le souverain et ses sujets sont réunis pour une cérémonie populaire, l'occasion de renforcer la cohésion entre le roi et son peuple. Ici, les traditions occupent toujours une place fondamentale. Ce sont elles qui permettent à Mswati III d'en tirer son pouvoir. La cérémonie du Marula se déroule tous les ans, début mars. On y célèbre la récolte du fruit du même nom. Pour l'occasion, des dizaines de milliers de femmes convergent de tout le pays vers le palais de Liané. Du matin jusqu'au soir, elles défilent devant la reine-mère avec des offrandes de toutes sortes, destinées à remplir les greniers du roi. Les femmes amènent aussi des centaines de bidons, remplis d'une bière artisanale, élaborée à partir du Marula.
2 jours durant, la fête permet d'oublier les injustices et les maux qui rongent le pays. Ici, on chante et danse pour célébrer les traditions et la culture. À une centaine de kilomètres, sur l'un des campus du pays, on danse et on chante aussi. Mais la motivation est différente. Ici, c'est pour renverser l'ordre établi. En avant la République démocratique, en avant! En avant la République démocratique du Swaziland, en avant! À bas le régime autocratique, à bas! Force! Merci beaucoup mes camarades. Ma première question est pourquoi est-il nécessaire de raviver la flamme et d'inciter les étudiants à se battre pour leurs droits? Je dirais qu'une société démocratique ou une démocratie multipartite ne peut pas fonctionner sans éducation. On nous a éduqués dans une tradition et une culture de la soumission à la monarchie et au roi. Le but est de nous maintenir dans cet état d'esprit pour que nous ne puissions pas le remettre en question. Mais on ne peut pas accéder à une société productive et progressiste avec à sa tête un roi. Nous devons, sans compromis, renverser ce régime. Depuis les émeutes de 2021, le monarque a pris conscience que le principal foyer de contestation dans son royaume, c'est l'université. Conséquence, il ne cesse d'en réduire le financement. Portés par l'énergie du désespoir, les étudiants sont prêts à prendre tous les risques, comme de tenir ces propos pour lesquels ils encourent 20 ans de prison. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On organise déjà des assemblées générales, des réunions politiques, on s'implique ici ou là, mais qu'est-ce qu'il faut faire de plus? La lutte pour la liberté académique doit s'intensifier, et la lutte pour la démocratie aussi, et dès maintenant, on ne peut plus attendre. Nos souffrances empirent, et il en va de notre survie. C'est de ça dont nous devons parler ensemble. Il faut que nos parents comprennent que nous ne sommes pas des casseurs. Eux vivent dans un système auquel ils se sont habitués et qui leur convient. Mais ils doivent comprendre que c'est terminé. Notre génération voit ce qui se passe dans d'autres pays, constate les bénéfices de la démocratie. Nous voulons la même chose. On combat la dictature du monarque, la dictature de la minorité. On se bat pour la dictature de la majorité. On veut diriger au nom des travailleurs, au nom de la majorité, au nom de la population. Ce n'est pas que nous sommes violents, mais les conditions dans lesquelles nous vivons aujourd'hui dans ce pays se résument à tuer ou être tué. Le régime a déclaré la guerre au peuple du Swaziland. Se reposer n'est pas possible. Soit tu te bats, soit tu es tué. Alors que le monarque renforce son emprise autoritaire sur le royaume et qu'il s'accapare toujours plus de richesses, le gouffre entre la caste dirigeante et le peuple continue de se creuser, sans perspective d'amélioration ni de dialogue. Le Swatini reste la dernière monarchie absolue du continent, mais pour combien de temps encore ?